Ils ont vaincu leurs adversaires sur le ring, mais en dehors, ils n'ont pas pu échapper à la violence qui les suivait. Des derniers jours sanglants de Trevor Berbick jusqu'aux circonstances mystérieuses qui entourent la mort de Sonny Liston, ces champions ont affronté leur plus grand combat en dehors des cordes, et ils l'ont perdu de la façon la plus tragique. Nous allons plonger dans les enquêtes, dans les suspects et dans les questions qui persistent encore dans ce sport. Trevor Berbick était champion poids lourd. Un prédicateur, un pilier de sa communauté. On l'a vu revenir avec un crochet du droit dévastateur. Mais derrière les portes closes, Berbick cachait quelque chose de répugnant, parce que sous la gloire, il menait une double vie. Un homme de Dieu qui a commis des fraudes, des agressions et un crime si horrible que j'ai presque honte de le dire à voix haute. Et à la fin, sa propre famille s'est retournée contre lui, de la manière la plus brutale imaginable. Il pouvait parler de morale à l'Église, mais en dehors de la lumière des projecteurs, Trevor Berbick n'en avait aucune. Alors, comment un homme passe-t-il du fait d'affronter Muhammad Ali à devenir un paria irrationnel et violent? Pour comprendre comment une vie si prometteuse a pris un tournant aussi sombre, il faut revenir au tout début. Son histoire n'a pas commencé avec des points ni avec la gloire. Elle a commencé à Port Antonio, en Jamaïque. Un endroit rural, dur, sans promesses. Là-bas, les opportunités étaient hautes et rares et la pauvreté marquait le quotidien. Pour le petit Trevor, la boxe n'était pas seulement un rêve, c'était la seule sortie possible d'un destin qui semblait déjà écrit. Avec seulement 11 combats amateurs, Berbick s'est frayé un chemin vers l'impossible. En 1975, il a représenté la Jamaïque aux Jeux panaméricains et a remporté une médaille de bronze. Un an plus tard, il était à Montréal, aux Jeux olympiques. Il n'a pas gagné, il n'a même pas été proche. Mais l'important n'était pas la défaite, mais la leçon. Il a appris à supporter l'échec et à continuer d'avancer. Il est resté au Canada et cette décision a tout changé. Il s'est lancé dans le professionnalisme avec une férocité terrifiante. 11 victoires consécutives, 10 par KO. Chaque coup était un avertissement. Il avait une puissance qui glaçait le sang, même en le regardant de l'extérieur du ring. Et pourtant, les fissures commençaient déjà à apparaître. En 1979, Bernardo Mercado l'a mis KO en un seul round. Une chute brutale, mais plus que ça, un avertissement. Pour un homme qui se croyait invincible, ce coup révélait la fragilité de son illusion. Malgré tout, Berbick a continué et il est arrivé au combat qui allait marquer son nom dans l'histoire, le 11 décembre 1981. Le dernier combat de Muhammad Ali, le drame aux Bahamas. La vérité est que ce n'était pas un combat, c'était un adieu triste. Ali avait presque 40 ans, son corps ne répondait plus, le Parkinson commençait déjà à le dévorer. Le voir était douloureux et Trevor Berbick fut celui qui a éteint cette lumière. Il a gagné par décision unanime. Ali n'est jamais remonté sur un ring. Et soudain, Berbick est entré dans le club exclusif des hommes qui ont battu le plus grand. Ce triomphe l'a transformé en un homme qu'il fallait prendre au sérieux. Et en 1986, il a atteint le sommet. Il a battu Pinklon Thomas et est devenu champion du WBC. Mais la gloire n'a pas duré. À peine 8 mois plus tard, une machine de guerre appelée Mike Tyson l'a détruit en 2 rounds. Ce KO reste l'un des plus mémorables de l'histoire de la boxe, Berbick titubant, essayant de se relever encore et encore, retombant sans contrôle, comme si son corps refusait d'accepter la défaite. Mais ce n'était pas seulement la fin de son règne, c'était le début de sa chute définitive. À partir de là, la vie de Berbick est devenue une spirale infernale. Son tempérament est devenu incontrôlable. Des accès de rage, des effondrements en public, des accusations de toutes parts. Le moment le plus humiliant est arrivé en 1991 en Floride, quand il a été au centre d'une des scènes les plus absurdes de l'histoire de la boxe. Une bagarre de rue avec Larry Holmes sur le parking d'un hôtel. Devant les caméras, insultes, bousculades et un Holmes excédé qui a fini par sauter sur une voiture pour le frapper, dans une image surréaliste qui est devenue virale bien avant YouTube. C'était pathétique et en même temps révélateur. Berbick avait perdu le contrôle. La même année, 1991, fut le point de non-retour. D'abord, une agression armée contre son ex-manager. Ensuite, de la fraude. Il a falsifié la signature de son ex-femme pour obtenir de l'argent. Et le pire est arrivé après. Il a été condamné pour viol. La victime, la nourrice de ses enfants. Le récit était horrible. Elle a tenté de résister. Il l'a frappée et l'a forcée.
Le verdict fut rapide, coupable. Ce jour-là, non seulement sa carrière est morte, mais aussi tout respect qui lui restait. Champion, prédicateur, père, tout s'est écroulé. Il n'a purgé que 15 mois de prison, mais il n'a jamais cessé de sombrer. Expulsé en Jamaïque, il est revenu en homme marqué, avec le stigmate de criminel. Il n'était plus vu comme un héros, mais comme un paria. Ses problèmes judiciaires ont continué, même avec sa propre famille. Vol, disputes, agressions. Ce qui avait été autrefois du charisme et de l'autorité s'était transformé en paranoïa et en violence sans sens. Et il y avait plus, son esprit n'était plus le même. En 2000, un examen a révélé un caillot cérébral. Les médecins ont parlé de lésions cérébrales traumatiques chroniques, démence pugilistique. Aujourd'hui, on appelle ça encéphalopathie traumatique chronique, CTE, le prix caché de la boxe. Perte de mémoire, paranoïa, accès de colère, comportement erratique. Chaque coup reçu, chaque point de Tyson, chaque guerre sur le ring, tout se faisait payer. Sa vie est devenue un chaos incontrôlable. Les membres de sa famille devenaient ses ennemis. Des disputes insignifiantes se transformaient en batailles féroces. Jusqu'à la fin, le 28 octobre 2006, Trevor Berbick a été retrouvé mort dans un cimetière de sa ville natale, Norwich, en Jamaïque. Il avait le crâne fracassé, des blessures de machette et de barres de fer. Le meurtrier n'était pas un inconnu, c'était son propre neveu, Harold Berbick, aidé par un complice, Kenton Gordon. Le motif, un conflit de terre. Un homme qui avait résisté aux points les plus durs de la boxe est mort sous la violence de son propre sang. Harold a été condamné à la prison à vie, Gordon à 14 ans. La justice a été rendue, mais rien n'a effacé l'horreur. L'ironie est impossible à ignorer. Un homme qui prêchait à l'église, qui a affronté Ali, qui a un jour porté une ceinture de champion, a fini abattu par sa propre famille. Champion, fidèle, criminel, assassiné à coups de machette dans sa terre natale. Voilà qui était Trevor Berbick. Un homme qui est monté depuis le néant, a atteint la gloire et a fini englouti dans la plus sombre des tragédies. A-t-il un jour tout donné pour nous divertir? Est-ce que Trevor Berbick fut victime d'un système défaillant ou de ses propres décisions? À toi de décider. Nous voulons ton avis. Laisse un commentaire en bas. Et si cette histoire t'a donné des frissons, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de t'abonner pour continuer à plonger dans les histoires au-delà du ring. Vous souvenez-vous d'Oscar Ringo Bonavena, le boxeur argentin impétueux, l'homme qui n'a jamais eu peur de parler? Son histoire n'est pas seulement faite de chaos et de boxe. C'est une histoire avec une morale, une histoire qui révèle le côté le plus sombre de ce sport. Un homme qui a résisté aux coups de Muhammad Ali et de Joe Frazier, mais qui a fini abattu par une seule balle dans un bordel du Nevada. Buenos Aires, années 50. Un garçon rebelle, fils d'immigrés italiens, avec plus de muscles que de discipline. Oscar se battait dans les rues avant même de mettre les pieds dans une salle de sport. Son caractère sauvage, sa bouche incontrôlable et son charisme l'ont distingué immédiatement. Ce n'était pas un boxeur ordinaire, c'était un spectacle. On l'a surnommé Ringo à cause de sa ressemblance avec le batteur des Beatles. Et très vite, il est devenu un personnage haut en couleur, se pavanant en conférences de presse, insultant ses rivaux, lançant des phrases qui faisaient la une. Sa langue était aussi dangereuse que ses poings. Il a appelé Muhammad Ali « kangourou noir ». Il a humilié Joe Frazier avec des moqueries en public. Et tous les autres, il les provoquait sans pitié. Il était insolent, imprévisible, mais magnétique. Le public l'adorait ou le détestait, mais ne l'ignorait jamais. Sur le ring, son style était tout aussi sauvage. Coups larges, force brute, endurance. Il n'était pas technique, pas raffiné, mais il possédait ce que beaucoup de champions craignaient, la dureté. En 1966, il a surpris le monde en envoyant Joe Frazier 2 fois au tapis. Personne ne l'avait jamais fait. Même s'il a perdu par décision, ce jour-là, il a gagné du respect. En 1970, il est arrivé au combat qui a marqué son héritage, le Madison Square Garden, face à Muhammad Ali, pour le retour du plus grand après 3 ans d'exil. Pendant 14 rounds, Ringo a résisté à l'impossible. Ali le frappait, le provoquait, l'entourait, et Ringo restait debout, jusqu'au dernier round. Là, Ali l'a mis au tapis 3 fois et l'arbitre a arrêté le combat. Bonavena a perdu, mais cette nuit-là, dans la défaite, il est entré dans l'histoire. L'Argentin qui avait résisté au meilleur de tous les temps, cependant, en dehors du ring,
Sa vie était un ouragan. Fêtes, excès, scandales. Un homme incapable de suivre des règles. Et ce désordre l'a conduit au mauvais endroit, le Mustang Ranch, le premier bordel légal des États-Unis. Là, il a rencontré Sally Comfort, épouse du propriétaire, Joe, une femme de 26 ans, son aînée, avec qui il a entamé une romance interdite. Bonavena jouait avec le feu. Il s'est fait un ennemi de Joe Comfort, un homme avec des connexions dangereuses. Les menaces ont commencé, les disputes, les plans de fuite. Tout le ranch était une bombe à retardement. Et Ringo était au centre. Le 22 mai 1976, l'étincelle a explosé. À l'entrée du Mustang Ranch, un garde de sécurité, Willard Ross Brymer, lui a tiré dessus avec un fusil. Une seule balle, droit au cœur. Oscar Ringo Bonavena, l'homme qui avait défié Ali et Frazier, est tombé mort au sol. Il avait 33 ans. Le procès a été un cirque. Brymer a été condamné à seulement 15 mois de prison. Joe Comfort est sorti indemne, protégé par des influences et des secrets qu'il a emportés dans sa tombe. En Argentine, l'indignation fut totale. Des milliers ont assisté à ses funérailles. D'anciens présidents lui ont rendu hommage. Il a été enterré comme un héros national. Mais la réalité était plus amère. Bonavena n'est pas mort sur un ring. Il est mort piégé entre des gangsters, des bordels et des passions interdites. Ringo a été beaucoup de choses. Un provocateur, un gladiateur, un idole déchu, sa vie s'est terminée en tragédie. Mais son nom résonne encore comme l'un des plus intenses et rebelles de l'histoire de la boxe. Faisons-nous assez pour prendre soin de ces garçons quand la cloche sonne pour la dernière fois? Quand les ovations s'éteignent et que les lumières s'éteignent, que reste-t-il à nos gladiateurs tombés? Qu'en pensez-vous? Nous aimerions le savoir. Laissez un commentaire ci-dessous. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour que nous puissions continuer à créer du contenu de boxe comme celui-ci. Zora Folley, le prétendant, avec le short sombre, marron, un parfait gentleman, discipliné, respecté, tellement digne de confiance qu'il en est venu à affronter Muhammad Ali pour la couronne poids lourd. La seule chose qu'il pouvait dire était simple. C'est l'homme numéro 1 du monde, et je ne peux rien faire d'autre que de me battre contre lui, aussi serein, aussi intègre. Mais à peine quelques mois après avoir fêté ses 41 ans, Zora Folley a été retrouvé mort dans la piscine d'un motel, dans des circonstances qui n'ont jamais collé. Nous a-t-on caché la vérité? La cause officielle parlait d'un accident, mais la véritable histoire fut un chaos de rapports disparus, de témoins contradictoires et de blessures impossibles à expliquer. Plus de 50 ans plus tard, une question persiste. La mort de Zora Folley fut-elle seulement un accident tragique ou quelque chose de beaucoup plus sombre? Pour trouver la vérité, il faut revenir au début. Il est né à Dallas en 1931. Mais c'est Chandler, en Arizona, qui l'a formé. Depuis enfant, il se distinguait, non pas pour être bruyant ou voyant, mais tout le contraire. Calme, concentré, solide, élevé avec l'essentiel. Travailler, respecter les autres et garder la tête baissée. La boxe est entrée tard dans sa vie. À 17 ans, il a menti sur son âge et s'est enrôlé dans l'armée. Et là, tout a changé. Dans l'armée, on a découvert son talent naturel pour le combat. Il a gagné des titres, des médailles et même 5 étoiles de bataille pendant la guerre de Corée. Sa dureté et sa discipline l'ont forgé. Mais aussi son caractère. Toujours courtois, serein, en contrôle. Dans les gymnases militaires, il a gagné un surnom, le boxeur gentleman. Quand il est devenu professionnel en 1953, il était déjà un combattant formé. Il a commencé avec 17 victoires consécutives. Il ne faisait pas de bruit. Il ne vendait pas de spectacle. Ses résultats parlaient pour lui. Il était intelligent. Il lisait son adversaire. Il frappait avec précision. Et au milieu des années 50, tout le monde le remarquait. En 1958, il y eut la nuit amère contre Henry Cooper. Après 10 rounds, Folley avait été meilleur, plus propre, plus précis. Les spectateurs l'ont vu gagner, mais les juges ont donné la décision à Cooper. Un vol, un goût amer. Et pourtant, Folley n'a pas explosé. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas insulté. Il a accepté le résultat avec grâce. C'était ça, Zora Folley. Toujours mesuré, toujours intègre, même quand on lui arrachait ce qui lui revenait. Pendant des années, il est resté dans le top 10 des poids lourds. Il est même arrivé numéro 1 en 1959. Ce n'était pas un cogneur explosif, mais il a toujours été une menace. Il a battu des noms dangereux, Doug Jones, Nino Valdez, Eddie Machen.
mais le titre lui échappait toujours, parce qu'il ne vendait pas de drame, parce qu'il était un homme noir qui refusait les caricatures raciales, parce qu'il n'était ni un méchant ni un showman, seulement un grand boxeur. Et dans la boxe, parfois, cela ne suffit pas. Finalement, en mars 1967, son opportunité est arrivée. Madison Square Garden, le champion, Muhammad Ali. Mais Foley avait 34 ans, déjà sur la fin, alors qu'Ali avait 25 ans et était à son apogée. C'était le dernier combat d'Ali avant son exil, pour avoir refusé le Vietnam. L'atmosphère était historique. Ali, maître de la guerre psychologique, cette fois ne provoqua pas. Au contraire, il l'a appelé un homme agréable, doux. Il avait même du mal à se fâcher contre lui. Sur le ring, Foley s'est bien déplacé, a touché propre, a obligé Ali à travailler. Mais la vitesse d'Ali était trop grande. Au 7e round, un KO a fermé le combat, et avec lui, le rêve du titre. Même dans la défaite, Ali l'a loué. Fuyant, astucieux, un bon boxeur. Mais à peine 5 ans plus tard, Foley était mort. Le 7 juillet 1972, il s'est enregistré dans un motel à Tucson sous un faux nom. Quelques heures plus tard, il fut retrouvé mort dans la piscine. La version officielle, un accident. La réalité, des blessures qui ne correspondaient pas. Un témoin qui a changé son récit 2 fois. Un rapport de police et une autopsie qui ont disparu. Un dossier rempli de contradictions. Une enquête qui n'a jamais collé. Et un mystère qui plane encore un demi-siècle plus tard. Marshall Tyrrell, journaliste de l'Arizona, a consacré des années à enquêter. Il a parlé avec le fils de Foley, consulté des documents, interrogé des témoins. Il a publié un livre. Sa conclusion, Foley est mort en se cognant contre une paroi de béton en plongeant ivre. Une version plausible, mais qui n'a jamais totalement convaincu, parce que les rapports manquaient, parce que les témoins se contredisaient, et parce que la présence de personnes mystérieuses cette nuit-là n'a jamais été clarifiée. Accident? Coup monté, personne ne le sait avec certitude. La seule certitude, c'est que Foley est mort à 41 ans, père de 9 enfants, respecté à Chandler, où il y a encore aujourd'hui un parc, une rue et un centre aquatique qui portent son nom. Un boxeur qui a affronté Ali, un gentleman qui n'a jamais perdu son calme, un homme dont la mort est restée enveloppée d'un voile de mystère. Zora Foley, le gentleman du ring, l'homme qui méritait plus. Et abonne-toi pour que nous puissions continuer à créer du contenu comme celui-ci. Souviens-toi de Sonny Liston, peut-être le plus grand intimidateur qui ait jamais enfilé des gants. J'ai vu des rivaux se figer sous son regard. Des hommes tellement effrayés qu'ils pouvaient à peine monter les marches du ring. Mais chez Liston, il y avait 2 mystères impossibles à résoudre. Nous ne savons pas avec certitude quand il est né. Et nous ne savons pas non plus comment il est mort. À son meilleur, il était une bête, une machine de démolition qui terrifiait quiconque l'affrontait. Mais après avoir perdu 2 fois contre Muhammad Ali, sa carrière est partie en chute libre. Et à la fin, on l'a retrouvé mort dans sa propre maison. Un cadavre en décomposition qui gisait depuis 1 semaine. Un autre mystère non résolu. Voici l'histoire de Sonny Liston, l'homme le plus craint et le plus incompris de la boxe. Charles Sonny Liston est né en Arkansas, quelque part vers 1930. Personne ne connaît la date exacte. Même l'année n'est pas claire. Il était l'un des 25 enfants qu'avait eu son père. Son enfance fut brutale. Son père le battait sans pitié. Même adulte, les cicatrices restaient sur son corps. À 13 ans, sa mère a fui le foyer violent. Liston l'a rejoint à Saint-Louis. Là, il a essayé l'école. Mais l'analphabétisme a fait de lui une cible de moquerie. Il l'a vite abandonné et il s'est lancé dans le crime. Volume agression, rue sombre, jusqu'à ce que la police l'attrape. 5 ans de prison, ce fut une condamnation et un destin. Parce qu'en prison, il a découvert la boxe. Avec ses poings géants, il a vite appris qu'il pouvait faire tomber n'importe qui. Et cette force l'a fait sortir plus tôt. À sa sortie, son talent a attiré l'attention. Mais pas celle des anges. Celle de la mafia. John Vital, membre de la famille aux criminels de Saint-Louis, a financé sa carrière. Dès lors, Sonny Liston n'a jamais été libre, ni comme homme, ni comme champion. Son ascension fut féroce. Il a détruit ses rivaux avec facilité. Ses bras longs, son jab imparable, sa mâchoire de pierre. Il gagnait encore et encore. Et quand enfin est venue son opportunité contre Floyd Patterson, cela a duré à peine 2 minutes.
Patterson a été écrasé et Sonny Liston est devenu champion du monde poids lourd. Mais au lieu de la gloire, il a reçu la haine. Les médias l'appelaient criminel, un voyou, un mafieux avec des gants. Même sa communauté ne l'a pas célébré. C'était un champion rejeté. Puis est apparu un jeune insolent, un certain Cassius Clay. Personne ne pensait qu'il avait une chance. Mais en 1964, l'impossible est arrivé. Ali l'a fait paraître lent, vieux, vulnérable. Liston n'est pas revenu au 7e round. L'excuse fut une blessure à l'épaule. Le public a cru autre chose, que la mafia tirait les ficelles. La revanche fut encore pire. Le fameux coup fantôme. Liston est tombé au premier round. Ali l'a regardé d'en haut dans l'une des photos les plus iconiques de l'histoire. Mais beaucoup ont juré n'avoir jamais vu le coup. S'était-il vendu? Avait-il été menacé? Ou n'avait-il simplement plus rien à donner? Après ça, la carrière de Liston s'est effondrée. Quelques victoires isolées. Mais jamais il n'a retrouvé sa couronne. Et sa fin fut encore plus tragique. En 1970, sa femme l'a retrouvé mort dans sa maison de Las Vegas. Le corps gisait là depuis une semaine. La cause officielle, insuffisance cardiaque. Mais près de lui, on a trouvé de l'héroïne. Certains ont dit overdose, d'autres assassinat. Peut-être la mafia, peut-être un règlement de compte, peut-être seulement un cœur fatigué. La vérité est que Sonny Liston est mort comme il a vécu, dans l'ombre, craint, incompris, oublié par beaucoup, mais impossible à effacer de l'histoire. Qu'en penses-tu? Liston était-il un méchant manipulé par la mafia ou une victime d'un système qui ne lui a jamais donné une vraie chance? Nous voulons lire ta théorie. Écris-la dans les commentaires. Et si cette histoire t'a marqué, abonne-toi pour que nous puissions continuer à raconter les légendes sombres de la boxe.